Les amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est un énorme plaisir pour moi de vous avoir. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, je vous raconterai une histoire invraisemblable, une vraie histoire rocambolesque, une histoire vraiment digne des films d'horreur. C'est pourquoi nous avons dénommé le titre de cette vidéo « L'histoire de ce ministre congolais ». Une histoire qui est basée sur les faits réels, une histoire basée sur la vérité. Je n'ai rien contre mes frères congolais, non. Je parle du ministre parce que le ministre est un personnage public. Donc, pour cela, je dois d'abord reconstituer les faits pour que vous puissiez bien comprendre et que ça nous permette d'apprendre des choses extraordinaires. Je rappelle que l'idéal, le plus important de cette vidéo se retrouvera à la fin. Donc, restez connectés jusqu'à la fin pour comprendre ce secret que je vous donnerai effectivement à ce moment. Déjà, essayons de reconstituer les faits historiques pour pouvoir bien comprendre l'histoire de ce ministre. En 1978, le président Houphouët-Boigny effectue un voyage officiel au Cameroun et ce voyage sera du 23 au 4 mars de la même année. Et pendant son voyage, bien évidemment, comme dans tout pays, lorsqu'on a bien envie d'accueillir nos hôtes en leur proposant des choses extraordinaires. Et le cuisinier qui était chargé de lui faire à manger a fait plusieurs fois des repas avec une épice particulière. Au Cameroun, on appelle cette épice le njansan. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé au cuisinier ce qu'il mettait dans le repas. Le cuisinier lui a dit bien évidemment que c'était cette épice qu'on mettait qui s'appelle le njansan. C'est des petites boules très aromatiques qui relèvent le goût de l'aliment. Et qu'est-ce que Houphouët-Boigny a fait? Il a demandé qu'on l'envoie des plants de njansan. Il a ramené en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire produit cette épice qui s'appelle tout simplement le akpi. En Côte d'Ivoire, vous appellerez ça akpi. C'est la même chose au Cameroun. Et lorsqu'il rentre, effectivement, la Côte d'Ivoire bénéficie de son voyage pour se faire de l'argent aujourd'hui. Et on va prendre un autre exemple encore plus pas très loin de la même période. C'est le président indonésien qui effectue un voyage et toujours au Cameroun. Et lorsqu'on lui sert à manger, on lui fait des plats à base d'huile rouge. Qu'est-ce qu'il dit? Demande, mais c'est quel type d'huile on a mis ici? On l'explique que c'est de l'huile de palme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se renseigne et au retour en Indonésie, il prend les plants de palmiers à huile qu'il plante. Et qu'est-ce qui se passe? Par la suite, les ingénieurs agronomes indonésiens viendront au Cameroun se faire former par les ingénieurs agronomes camerounais dans la culture de l'huile de palme. Aujourd'hui, tenez-vous bien, l'Indonésie est le premier pays producteur d'huile de palme au monde, avec pratiquement 60% de la production mondiale. Et tout à côté, nous avons le Cameroun qui produit, tenez-vous bien, 300 000 tonnes. Pendant que l'Indonésie produit 80 millions de tonnes, quelques années plus tard, le Cameroun produit 300 000 tonnes. Et il est le troisième pays producteur, juste derrière la Côte d'Ivoire et avant le Ghana. Et avant, plus haut, on a le Nigeria. Ça, c'est un autre exemple. On va prendre encore un autre exemple pour mieux illustrer la chose. Ceci se passe plutôt en 1870. Un certain monsieur de nom de Tété Kwashi, qui est forgeron du côté du Ghana, mais a un amour pour l'agriculture. Il émigre à Fernand Dopo à la date de 1870, bien évidemment. Fernand Dopo qui n'est aujourd'hui qui n'est autre pays que la Guinée équatoriale. Il arrive à Fernand Dopo, il se trouve que les colons cultivent du cacao. Il s'intéresse à la culture du cacao et retourne 6 ans plus tard au Ghana avec les fèves de cacao et développe une plantation de cacao. Aujourd'hui, le Ghana discute la première place avec la Côte d'Ivoire en matière de cacao. La Guinée équatoriale, on n'en parle même pas. Ceci sont des exemples qu'on peut trouver à profusion à travers le monde. Comment quand les gens voyagent,
Ils apportent des nouvelles choses. Ils vont découvrir des choses ailleurs et apportent chez eux. Et par la suite, le pays devient bénéficiaire. C'est ça, être visionnaire. C'est comme ça que nous faisons pour apporter de la valeur ajoutée à nos différents voyages. On ne voyage pas juste pour aller découvrir l'espace et puis rester là, à vouloir être toujours étonné ou ébahi. C'est l'une des raisons pour lesquelles il y a une citation qui dit que lorsque vous allez dans un pays, allez copier la technologie, ne copiez pas la culture. Mais malheureusement, c'est ce que nous faisons. Et maintenant, lorsqu'on revient à l'histoire de ce ministre congolais, qui est la chose vraiment extraordinaire, et c'est quelque chose, il faut vraiment être très fort pour réussir cet exploit, parce que je dis bravo à ce ministre, parce qu'il faut le dire, vraiment, vous méritez, monsieur le ministre, vous méritez vraiment beaucoup de respect pour ce que vous avez fait. Il va à Singapour, bien évidemment, il passe le temps, il va effectuer une visite officielle, il passe le temps à découvrir le pays, il sonne le pays, il va voir les différentes choses qui se font à Singapour. Et, entre-temps, il y a des avancées technologiques, il y a beaucoup de choses. La Singapour était, dans les années 60, 50, au même niveau que plus pauvre que beaucoup de pays africains, mais aujourd'hui, le pays s'est développé. Et qu'est-ce qu'il va là-bas? On s'attend, il va découvrir des choses extraordinaires qu'il ramène au Congo, qui vraiment, on dit bravo pour ce très gros boulot. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il revient au Congo, il va à la télévision raconter comment il est allé à Singapour et il a apporté quelque chose d'extraordinaire. Les gens se demandent de quoi il est question. Il dit qu'il faut qu'on développe le Hockey Center. Il faut savoir que le Hockey Center à Singapour, ce sont des grands espaces où il y a des restaurants. Dans des espaces où il y a plusieurs restaurants de différentes nationalités ou bien de différentes origines ou bien de différents peuples existants vivant à Singapour. Donc un espace grand, comme un centre commercial, mais uniquement des restaurants. C'est ce que le ministre a découvert vraiment extraordinaire à Singapour, qu'il faut dupliquer au niveau du Congo, le Hockey Center. Il faut vraiment dire, monsieur le ministre, vous êtes très fort. Vous avez réussi un exploit. Réussi à aller à Singapour, découvrir le restaurant et ramener en Afrique, c'est vraiment... On doit vous tirer du chapeau parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Qui pouvait bien imaginer qu'on peut ouvrir un restaurant? Il a fallu que lui, il arrive là-bas pour venir démontrer aux Congolais qu'on doit ouvrir un restaurant. Il faut ouvrir un grand centre où il y a des restaurants. Et il faut savoir que lorsque vous arrivez à Singapour, les Hockey Center existent partout. Vous allez à Little Angel, vous en trouverez. Vous allez à Chinatown, vous en trouverez. Vous allez à Balestier, vous en trouverez. Vous allez à Jelan, vous en trouverez. À Changi, vous en trouverez. Il y a des Hockey Center dans pratiquement tous les quartiers. Donc, c'est des grands espaces où les gens viennent se manger. Donc, il a réussi à le faire. En Côte d'Ivoire, on appellera ça à l'Ocodrome. Au Cameroun, on appellera ça le tourne d'eau. Mais il a fallu qu'un ministre fasse tout un voyage pour aller découvrir l'existence des Hockey Center, des restaurants. Pendant que les gens vont dans certains pays copier la technologie, je me demande comment un ministre arrive dans un pays, il ne parvient pas à copier la technologie, il ne va pas copier, signer des partenariats pour qu'on puisse envoyer les jeunes Congolais à Singapour apprendre l'intelligence artificielle, apprendre la robotique, apprendre la technologie spatiale, apprendre les mathématiques d'un certain niveau, apprendre des choses qui concernent le développement d'un pays, apprendre les nouvelles techniques architecturales. Comment se fait-il qu'un ministre n'a pas vu cela? Tout ce qu'il trouve à copier, tout ce qu'il trouve à nous apporter, c'est le restaurant. C'est le restaurant. Il faut le dire, faire ceci, c'est un modèle par excellence pour maintenir le peuple dans l'ignorance et l'abruti. Parce que quand on arrive au niveau où la chose la plus extraordinaire qu'on donne à un peuple, c'est la nourriture, c'est dire qu'on les maintient dans la pyramide de Maslow aux besoins physiologiques. On les maintient dans un état de famine. On les maintient
toujours dans une situation où il faut qu'on leur donne à manger. Quand vous êtes au niveau où on continue toujours à vous donner à manger, au lieu de vous donner du savoir, c'est dire que vous allez demeurer les derniers. Je peux des exemples plus hauts de l'Indonésie, qui sont aujourd'hui premier pays producteur d'huile de palme, en tout cas le Cameroun n'est même plus présent. Parce qu'on a maintenu le peuple au niveau de la nourriture. Au lieu de faire en sorte que le peuple se développe sur le plan technologique, le plan personnel, le plan académique et industriel, on ramène le peuple toujours au niveau du manger. On maintient le peuple au niveau des besoins primaires, besoins physiologiques qui sont la restauration, qui sont se nourrir. Je me demande toujours si nos dirigeants savent que nous sommes véritablement en guerre avec le reste du monde. Pendant que les peuples font tout pour être au sommet, nous faisons tout pour maintenir notre peuple en dessous. Parce que eux, ça va chez eux. Et c'est malheureusement une situation qui arrive dans la majorité de nos pays. On a des gens qui ne pensent pas au développement, ils ne pensent qu'à eux. Parce qu'ils ont de quoi manger, il faut qu'ils maintiennent le peuple dans cette situation. Et il faut savoir que la Chine d'aujourd'hui a été formée par les Singapouriens. Ah oui, la Chine d'aujourd'hui a été formée par les Singapouriens. Ils sont partis à Singapour apprendre. Mais malheureusement, on veut nous maintenir dans au fond de la société, en nous faisant apprendre comment se nourrir. Et c'est bien triste pour nous parce que lorsqu'on a des leaders qui n'ont pas de vision, c'est malheureusement ce qui peut se passer. C'est suite à cela que nous avons dit, nous ne passerons pas le temps simplement à fustiger ce qu'ils font. Nous allons prendre le devant. Et nous avons décidé d'organiser notre tourisme entrepreneurial du côté de Singapour. Par la suite, nous serons à la foire des hydrocarbures qui sera organisée également à Singapour. On ira là-bas, pas seulement nous former, et par la suite, on ira mettre en pratique la formation en assistant à la foire des hydrocarbures pour prendre le plus grand nombre de contacts. Et je l'ai toujours dit, il n'y a pas mieux pour finir un apprentissage et aller directement appliquer au niveau de la foire. Et il faut noter que lorsque vous allez dans un environnement tel que celui-là, vous avez la chance de rencontrer de grandes entreprises. Et une fois de retour chez vous, quels que soient les besoins en hydrocarbures qui peuvent se présenter, vous avez des contacts directs de ces entreprises et puis ça devient beaucoup plus facile pour vous de faire des affaires ensemble. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dirais encore, pour ceux qui sont intéressés par rapport à notre tourisme entrepreneurial, dans le descriptif de cette vidéo, nous allons mettre tous les liens. Et effectivement, l'article sur Tetekwashi, je mettrai le lien également dans cette vidéo pour que vous puissiez prendre connaissance parce que j'ai rédigé un magnifique article sur cette personne extraordinaire. Donc, c'était pour vous dire, les amis, apprenez à aller ailleurs, copier la technologie au lieu d'apporter des choses qui vont abrutir les gens. C'est pour cette raison que nous serons du côté de Singapour pour parler du négoce des matières premières et par la suite aller nous confronter aux mastodontes. Pour devenir grand, il faut s'entourer des grands. C'était Ernest Chakunte, je vous aime, à bientôt, à la FIA.